15h, 16h30. Super. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Didier Barbelivien. Bonjour Cyrielle. C'est un grand plaisir de vous avoir en face de moi. Vous êtes arrivé moi aussi, avec. Je suis heureux d'être là. Je crois que c'est la première fois que je viens. Eh bien alors, je suis encore plus conquise. Je n'ai pas posé la question, parce que moi je suis là depuis peu de temps finalement, mais je n'ai pas posé la question à la direction, mais si vous n'avez pas ce souvenir... Non, je crois que je suis déjà venu sur Radio J, mais vous étiez pas dans ces locaux, il me semble. Exactement, on a déménagé plusieurs fois, donc c'est possible. C'est possible, en tout cas on va vous découvrir ou redécouvrir dans cette émission cette fois. Je crois savoir d'ailleurs que vous aussi, vous vous prêtez à l'exercice de l'interview. Oui. Et que vous passez un très bon moment dans une radio qu'on aime beaucoup. Oui, Europe 1, pour pas la nommer. Oui, j'ai une émission qui s'appelle « Dis-moi ce que tu chantes, je te dirai qui tu es ». Donc je fais de l'introspection à partir du choix de mes invités sur les chansons qui ont marqué un petit peu leur vie. Voilà, ils ont sélectionné. Pour découvrir donc ces invités sous un autre angle. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission aussi. Et comme on aime le début, toujours le début, parce que pour une histoire, il faut un commencement. Didier Barbelivien. Moi, j'adore les débuts. Eh bien, en tout. On est pareil alors, Didier Barbelivien. Vous m'autorisez à parler de vous. Alors, vous êtes né le 10 mars 1954 dans le 14e arrondissement de Paris. Vous passez vos vacances enfant en Lozère, région d'où est originaire votre papa. Vous êtes élevé au Congo. Maman. Votre maman. Vous êtes élevé au Congo. Vos parents font de l'import-export d'animaux domestiques avant d'arriver en France à 6 ans. Une enfance où vous serez par la suite amené à vivre ici et là pour vous construire et dont vous gardez aujourd'hui quel genre de souvenirs, Didier Barbelivien? J'ai pas peur de dire, parce que toujours les gens veulent raconter une enfance idyllique ou... Non, moi j'ai détesté être un enfant, ça me plaisait pas du tout. Vous préfériez être un ado libre? Yes. C'est ça qui s'est passé. Quand je suis devenu adolescent, je me suis senti à ma place. D'abord, quand j'étais enfant, je me rends compte que je passais mon temps à écouter les conversations des adultes. J'aimais pas du tout les jeux d'enfants, là, les trucs avec je sais pas, les cow-boys et les Indiens, ça me gonflait, tout ça. Non, j'aimais pas ça. Et vous êtes donc à 13 ans installé à Paris, dans le 11e, avec votre mamie, qui vous donnait une liberté que vous désiriez plus que tout, et qui a fait naître vos premiers mots, MOTS. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance de passer, en fait, toute mon adolescence avec ma grand-mère, parce que c'est vrai qu'à 12-13 ans, déjà, je supportais plus de vivre avec mes parents. J'avais un problème avec l'autorité, systématique. À l'école, j'avais pas ce problème-là parce que, les parents, quelquefois, ils ont des directives sur les enfants que les enfants acceptent plus ou moins. Moi, j'acceptais pas l'autorité parentale, hein, c'est bizarre. Et je préférais l'autorité de mes professeurs qui, de mon point de vue, me paraissait plus juste. Et après, j'étais avec ma grand-mère. J'habitais avec ma grand-mère, où là, j'avais aucun problème d'autorité, parce que je pense qu'elle aurait été secrétaire générale de mon fan club. Donc, voire présidente. Ouais, voire présidente. Et et j'adorais ça. J'adorais la liberté qu'elle me laissait. Je lisais ce que je voulais, je rentrais à l'heure que je voulais. Mais je n'étais pas un type, pourtant. Je n'étais pas un rebelle, hein, je n'étais pas un mec qui traînait dans les rues et tout ça. Mais je sais pas, je voulais pas qu'on me commande. C'est comme ça. Eh bien écoutez, en tout cas, vous commencez à vous exprimer, à délivrer vos premiers mots, peut-être MAUX sur papier. C'est comme ça, en tout cas, que vos premières chansons naissent, peut-être. Oui, puis... Je sais pas, j'étais dans une atmosphère... par exemple, j'adorais montrer mes premières chansons à ma grand-mère et tout ça. Ça me faisait plaisir, mais elle écoutait. Bon, elle jugeait pas, parce que, je vous dis, j'aurais écrit, de toute façon, un truc misérable. Elle aurait dit, mais il est formidable. Vous suivez votre scolarité, je crois, au lycée Chaptal, ouais, si pas cette loin info d'ici. est bonne, tout à fait, jusqu'au bac, avec un ami d'enfance, Jean-Marc Robert. Vous en parlez dans un titre de votre nouvel album. J'ai dédié une chanson qui s'appelle « Souvenir » au pluriel, et qui raconte ce qu'on était ensemble et notre vie, et ouais, tout ce qu'a été notre jeunesse jusqu'à l'âge adulte, sauf qu'à un moment, je l'ai perdu sur le chemin de l'âge adulte. Voilà. C'est une rencontre qui a été importante pour vous. Capitale.
Marquante, pourquoi ? Parce que il était, comment dire, on était assez différents de caractère. En fait, on était assez complémentaires. Je veux dire par là que quand on était les deux ensemble, on avait un individu presque parfait, j'allais dire. Une fusion alors entre qu'on vous n'était deux. pas parfait du tout. Ouais, c'était une fusion. Et puis intellectuellement, il m'a appris beaucoup de choses. C'est lui qui m'a porté vers la lecture de beaucoup de poètes comme Éluard, comme Aragon, comme Apollinaire, plein de gens comme ça. Baudelaire, que vous aimez aussi, je crois. Baudelaire aussi, oui. Puis il venait d'un milieu artistique. Sa maman était artiste de music hall. Alors moi, j'étais déjà un peu fasciné par ce monde-là, et je trouvais qu'il était chanceux, quoi. Il y a vous savez, c'est étonnant quand on est adolescent, parce que Jean-Marc, je sais qu'il il voyait des trucs en moi qu'il aurait voulu être. Je pense qu'il a libéré votre créativité quand Ouais, on vous et entend, puis moi- Didier Barbelivien. Ouais. Cette liberté que vous Bien vouliez, sûr. cette créativité, il vous a ouvert ce chemin. Je crois, ouais. Puis des moments, je voulais être lui. Et lui, pareil. Il aimait mon côté libertaire et tout ça. Parce que lui, c'était un garçon bien élevé, propre sur lui. Moi, j'étais quand même un mec qui venait de Ménilmontant, de la rue. Le fait que je vive seul chez ma grand-mère aussi, ça l'intriguait. Et est-ce qu'il vous a cadré alors ? Il a permis d'avoir peut-être un Je cadre. trouve, oui. D'ailleurs, il raconte notre vie dans ses deux premiers romans, qui étaient Samedi, Dimanche et Fête et Les Petits Verlaines. Et oui, c'est quelqu'un qui il m'a ouvert un milieu, un espace littéraire que j'aurais jamais connu, jamais rencontré, bien sûr. Vous écrivez vos premières chansons très très jeune, Didier Barbelivien, 14, 15 ans, puis à 16 ans, je crois que vous commencez vraiment à écrire de nombreuses chansons. Comment vous vous faites repérer pour cela ? En fait, comme j'étais au lycée Chaptal, la maison de disques la plus proche, c'était Polydor. Ils étaient rue Cavallotti, au-dessus du cinéma Vepler, là. Et j'avais fait ça d'une manière pratique, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est la seule où je pouvais aller à pied du lycée, aller passer une audition ou préparer des maquettes. Puis j'ai eu la chance de croiser la route de Jean-Michel Karadec, qui était un auteur-compositeur à l'époque et qui était producteur artistique là-bas. Maxime Le Forestier, il y avait Jean-Pierre Carnoat, il y avait plein de gens comme ça. Georges Moustaki, que je croisais dans les couloirs. Et tout ça. C'est impressionnant quand on a 16 ans Ben oui. de voir des figures de la création comme ça. C'était des années très heureuses parce que, vous savez, je disais tout à l'heure, j'adore les débuts. Le parcours initiatique est le plus joli des parcours, je trouve, moi. Vous avez bien raison et vous démarrez alors avec certains de vos textes qui font l'objet d'adaptations de chansons à succès comme le tube Méditerranéenne pour Hervé Villard qui est une reprise de la chanson L'Italiano de Toto Cutugno. Vous saviez que ce titre avait aussi été repris en hébreu par le chanteur israélien Benny Elbaz. C'était dans les années 80. On est en train de l'écouter, vous avez un casque juste à côté. La chanson s'appelait Ani Choser Habaïta, je rentre à la maison et on est en train d'écouter un extrait là sur notre antenne. Vous pouvez lever le son juste en face de vous, Didier Barbelivien. Plutôt une belle chanson, une belle adaptation. Ouais, c'est un succès international. On doit la musique à Toto Cutugno qui écrivait d'énormes tubes dans ces années-là, qui est un compositeur italien. Et c'est vrai qu'il a écrit ça, il a écrit en chantant pour Michel Sardou, enfin, Voici les clés pour Gérard Lenormand, enfin, tout ça c'est des musiques de Toto Cutugno. À 24 ans, vous écrivez ensuite la chanson Il y aura toujours des violons, composée par Gérard Stern pour Joël Prévost, représentant de la France en 78. C'était au concours Eurovision de la chanson qui se déroulait à Paris. Le titre se classe 3e sur 20 pays. C'était l'année après Marie-Myriam. Et je crois que vous avez écrit en même temps pour Monaco. Exact. Les jardins de Monaco, Vous c'était êtes interdit. Bien renseigné. Mais on essaye. Je vois que les renseignements généraux ont fait leur boulot. C'est ça, on est plusieurs. Ouais. Et j'embrasse Diane Benaïm qui m'aide aujourd'hui pour ça. Et
Bah oui, c'est parce que c'était interdit. On ne peut, C'est ça. enfin, c'est toujours interdit. C'est dans le règlement, on ne peut pas représenter 2 pays au concours de l'Eurovision à la fois. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils l'ont pas vu, ils s'en sont pas rendus compte. Et comme moi, j'étais pas du tout préoccupé dans ces années-là par ma présence ou non à l'Eurovision. Alors bien sûr, je suis pas naïf, je savais que j'avais écrit, enfin que la chanson de Joël Prévost avait été sélectionnée. Ça, bien sûr que j'étais au courant. J'étais évidemment au courant que j'avais aussi écrit la chanson pour la principauté de Monaco. Ce que je savais pas, c'est que c'était dans le règlement défendu. La France n'a toujours pas gagné depuis. Je Non. crois qu'elle vous attend, Didier Non, Barbelivien. non, je crois qu'elle gagnera plus là. Ah oui? Non, les Ah. critères de sélection sont devenus tellement. C'est très compliqué, il est vrai. Ouais. C'est l'occasion de vous demander une autre question un peu plus tard sur ce genre de concours. Vous y êtes revenu à l'Eurovision en 95, je crois. Vous avez écrit et composé pour François Bernheim la chanson qui s'appelait Il me donne rendez-vous, je crois. C'était en 95 et elle s'est classée 4e sur 23 pays. Est-ce que c'est vrai ça aussi? Je crois pas, non. Vous vous rappelez pas? Je me souviens pas d'avoir refait l'Eurovision. Une autre Non. fois? Et puis même, je pense que j'ai très mauvaise réputation à l'Eurovision pour avoir représenté 2 pays en même temps. Ils s'en sont rendus compte à quel moment? À la fin, À la fin. puisque j'ai fait 3e et 4e. Et oui. Et oui, J'avais parce quand que même vous étiez dans les tout regardé derniers. le concours à la fin et j'avais vu mon nom s'afficher 2 fois. Je me suis dit, tiens, mais moi je savais pas que c'était interdit. Donc non, ils ont été pris à leur nom, leur propre piège et leur non-surveillance. Pourtant, ils avaient reçu très en amont le nom des auteurs-compositeurs des chansons. Bon, il y a eu une Comme quoi, une les négligence, boulettes on va n'arrivent dire. pas- n'arrivent pas qu'en politique, en matière de chansons aussi, on peut se tromper. Didier Barbelivien, vous êtes reconnu d'abord en tant qu'auteur-compositeur avant de connaître le succès vous-même en tant qu'interprète, avec notamment les chansons Elle pour commencer, Elles appuient à toutes les filles et Il faut laisser le temps au temps, avec Félix Gray qui occuperont la première place du top 50 pour ces 2 derniers tubes. Très peu de gens ont la chance de connaître un succès dans ces différentes cases en tant qu'auteur puis en tant qu'interprète. Quelle est selon vous, pour vous, la plus belle des satisfactions, Didier Barbelivien? Moi, je raisonne rarement en ces termes parce que je suis assez, comment dire, je suis pas très attentif c'est des questions que je me pose pas parce que je suis pas très attentif à ça. Le seul truc qui me plaît, c'est le jeu, moi. C'est-à-dire quand je chantais avec Félix Gray, j'étais très heureux parce qu'on a été les seuls dans l'histoire du top à être numéro 1 de manière consécutive. Il y a des gens qui ont été plus souvent numéro 1 que nous. Jean-Jacques Goldman, il a été beaucoup plus numéro 1 que nous deux. Mais jamais en suivant. Tandis que nous, on était numéro 1 avec À toutes les filles et numéro 1 avec Il faut laisser le temps au temps, qui était notre nouveau 45 tours. C'est-à-dire, on les a pas laissés respirer. C'est ça, c'était un enchaînement. Ouais. Et justement, puisqu'on parle d'enchaînement, en 93, Didier Barbelivien, vous surprenez votre public en revenant sur le devant de la scène avec une fresque historique, Vendée 93, inspirée du roman de Victor Hugo 93. La chanson Les mariés de Vendée, interprétée avec Anaïs, est encore aujourd'hui l'un de vos plus grands succès. On se rappelle un petit peu. Vous travaillez ensuite pour divers spectacles musicaux, Les Enfants du Soleil et Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge en 2015, où vous aviez découvert et mis en tête d'affiche du premier single La France, Slimane, révélé l'année suivante dans The Voice. Absolument. Ça
je l'avais auditionné, je voulais pas le laisser partir parce qu'il avait, je trouve, une voix magique. Et j'ai dit, écoute, moi je vais t'apprendre à faire des titres en français, tu vas voir, ça va bien se passer, comme on dit. J'ai dit, c'est pas très compliqué, c'est juste que c'est pas du tout les phrasés que tu as l'habitude de faire, toi c'est syncopé, c'est rythmique. Là, c'est des mélodies où il faut vraiment laisser porter sa voix. Et il s'y est plié de bonne volonté. 3 semaines après, il faisait des chansons magnifiquement. Et surtout, je voyais qu'il se prenait au jeu et qu'il était capable d'exploits vocaux tout en chantant des trucs très mélodiques. Et par exemple, j'ai le souvenir de la chanson qui est presque à la fin du disque, qui s'appelle Marie-Antoinette, où là, il est carrément exceptionnel de qualité, de performance. Et je voyais qu'il aimait ça. Au début, il faisait ça, il se disait, bon, c'est peut-être une opportunité. C'est ça. Ouais, je le fais pour le faire, mais je suis pas sûre que ce soit moi. Ouais, exactement. Et au final, peut-être que vous lui avez ouvert la voie sur des choses bien différentes, puisque quand on regarde ce que fait Slimane aujourd'hui, c'est pas vraiment du R&B. Non, pas du tout, même. Et c'est drôle parce que j'en avais sélectionné un autre artiste qui était Michael Miro. Qui est avec lui d'ailleurs. Et qui maintenant s'occupe de Slimane. C'est assez formidable parce qu'ils se sont rencontrés sur Marie-Antoinette, ils sont devenus complices et maintenant ils se quittent pas. Il se quitte pas et Michael Miro avait déjà une carrière, je crois, derrière lui parce qu'il était en solo pendant de nombreuses années. Michael aussi. Didier Barbelivien, c'est l'occasion de vous demander comment vous choisissez les artistes avec qui vous travaillez, pour qui vous écrivez. Il y en a eu tellement. Je les choisis. Il faut rester modeste. Je les choisis pas toujours. Quelquefois, ça se passe dans le sens inverse. C'est eux qui me choisissent. Et moi, à partir du moment où je suis choisi, vous savez, c'est comme le peintre, quand vous le faites venir à la maison et que vous dites, voilà, je voudrais que vous repeigniez la maison, vous avez choisi l'entreprise. Après, vous vous mettez d'accord sur les peintures et les travaux commencent. En tout cas, je crois que vous aimez beaucoup faire le retour de certains artistes. Vous aimez quand ils reviennent après une longue absence. J'aimais bien ça parce qu'il y avait un challenge à faire revenir avec succès Philippe Laville, c'est Jérôme, Demis Roussos, enfin pas mal de gens. Ouais, ça me plaît ça. Au total aujourd'hui, plus de 2000 chansons enregistrées. Didier Barbelivien, vous êtes l'un des auteurs les plus prolifiques de votre génération. Un grand nombre d'artistes francophones ont interprété vos chansons, notamment Patricia Cass, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Dalida, Mireille Mathieu, Michel Thor. Enfin, j'en oublie tellement, cette liste est tellement dérisoire. Vous savez pour combien d'artistes vous avez écrit au total ou ça vous est égal? Non, je ne sais pas. Je compte assez mal en général. Je tiens pas trop de compte. J'ai peu de sens des chiffres ou des records ou des choses comme ça. On entend bien que c'est pas ce qui vous intéresse, c'est plus le fond. Est-ce qu'il y a une chanson tout de même qui est sortie du lot pour vous? C'est trop compliqué, je pense, de répondre à cette question, mais une chanson à cœur particulière. Non, je crois que j'aimerais toujours... c'est fou d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'elle est belle, enfin qu'elle est restée, pour moi, belle, elle sera toujours la plus belle. C'est mon premier succès que j'ai obtenu avec Gérard Lenormand, c'est une chanson qui s'appelait « Et moi je chante » et qui me... Je l'ai réécoutée encore la semaine dernière dans la voiture et pour moi elle vieillit jamais cette chanson-là, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est la première et que je suis pas objectif, mais franchement c'est une chanson que j'adore. Non, parce que vous aimez aussi les débuts. J'aurais été jaloux de cette chanson. Vous aimez les débuts. C'est ça, et ils sont importants. Je crois que c'est ça, Didier Barbelivien. Il y a un titre aussi qui est très important, c'était Sous les sunlights des tropiques, je crois qu'il génère 1 million d'euros de droits d'auteur par an. Si c'est toujours le cas. Aussi. Je ne sais pas, non, c'est moins sûrement, mais c'est pareil. Le jour où on m'a dit ça, si, je me souviens d'un relevé de droit où j'avais appelé la SACEM en disant enlevez un zéro, vous vous êtes trompé. Et le type me rappelle en me disant non, c'est pas trompé du tout, monsieur Barbelivien. Incroyable. J'ai dit non, c'est impossible. Et en fait, je savais pas que la chanson était devenue l'hymne, entre guillemets, du Club Méditerranée cette année-là. Ça veut dire que dans le monde entier,
Ils écoutaient ou ils jouaient presque 7-8 fois par jour les Sunlight des Tropiques. Et justement, hier, on avait une chanteuse, Clémence Saint-Preux, qui est venue nous voir. Je connais la version. Elle vous embrasse très fort et on n'a pas pu la caler aujourd'hui. Et ben voilà, elle vous embrasse, elle m'a dit de vous le dire. Elle est adorable, je vais l'appeler Clémence. C'est une très jolie version. Vous avez entendu sa version ? On l'a diffusée hier sur notre antenne. Et ben voilà, belle, hein. on va vous mettre en relation. On a adoré cette version. Ouais. Et donc Clémence est venue nous embrasser. Donc peut-être qu'elle écoute l'antenne en ce moment. Peut-être. Dans la continuité de votre carrière, Didier Barbelivien, on y revient. Plusieurs albums en perso, évidemment. Elsa, c'est de quel côté la mer ? Je vais en oublier. En tout cas, un des derniers en 2018, créateur de chansons. Et désormais, ce dernier album qui porte votre nom, plus personnel, cet album. Ouais, enfin mes albums, ils ont toujours été... mes choix sont personnels. Je dis pas forcément que les sujets que j'aborde, enfin en tout cas que j'ai fait dans mes disques à moi tout au long de ces années, aient été particulièrement personnels. Des chansons comme Elsa sont, par exemple, c'est complètement le fruit du hasard ou de l'imagination parfois. Ou surtout de mon imagination, bien sûr. Mais non, j'attache pas tant d'importance que ça. Je suis pas quelqu'un qui, comment dire, a un tel ego qui veut se raconter absolument. Non, moi j'ai toujours dit, j'essaie de faire des chansons distrayantes ou attachantes par le fait de leur écriture pour le public. Mais j'ai pas toujours beaucoup de rapport avec ce que j'écris, sauf à me séduire. Je cherche à séduire les autres, donc je commence par moi déjà. C'est discutable et on va en parler dans quelques instants. On va d'abord écouter un peu la chanson des Tziganes qui est votre premier single. C'est celle-là. Ah, elle est belle celle-là. Elle est belle, moi je l'adore, mais c'est une invention. Ah, et c'était une question que j'allais vous poser. Oui, quand je dis je suis... ça commence, je viens d'une chanson des Tziganes, toi, des musiciens de Paris. Bon, bref, en fait, je me suis inventé une histoire d'amour avec une fille inaccessible et j'adore ça. Et il n'y a pas que cette histoire que vous avez rêvé ou imaginé. On va en parler dans un instant, parler de cet album adorable et qui est très émouvant. Vous allez rester avec nous. On va continuer cette émission avec vous, Didier Barbelivien, pour cet album qui porte votre nom et qui sortira demain. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir également vos goûts culturels qui en disent long sur vous. – 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. 15h34 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Didier Barbelivien, pour l'album éponyme qui sortira demain. Didier, cet album... Et vous entendez rire le public quand vous riez comme ça? Là, je viens de rire et le micro était ouvert, je m'en suis rendu compte. Elle est sympa quand elle rit, elle a un truc... Elle est sympa tout le temps, mais elle a un rire, regardez. Enfin, regardez, écoutez, parce qu'à la radio, regardez, c'est moyen. Merci beaucoup Didier Barbelivien. On revient à votre album que j'ai pris plaisir à écouter. La couverture représente une carte postale à votre nom avec un timbre, d'ailleurs une chanson intitulée Le timbre et l'enveloppe. J'ai envie d'avoir une petite explication sur ce choix. Alors ce choix, oui, on a beau être à la radio, là, attention, on va rentrer dans dans un langage figuratif qui n'est pas évident. En fait, ma pochette, c'est une enveloppe avec un timbre. Il y a juste écrit mon nom dessus. Il n'y a même pas le titre du disque. Il n'y a pas un titre de chanson écrit dessus. Il n'y a rien. En fait, comme c'est mon dernier album, je voulais finir comme j'ai commencé. Mon premier succès, Elle, qui s'appelait Elle, il y avait écrit Elle au rouge à lèvres, Didier Barbelivien en dessous. Pas de photo, rien. Je déteste faire des photos et je déteste mes pochettes de disques d'une manière générale. Sauf quand elles sont vierges de tout, comme celle-là. C'est intéressant. Je l'ai vu, moi, un peu comme une destination.
Ah oui, cette lettre. comme une lettre. C'est ça, une lettre qui arrive à destination. Didier Barbelivien, on sait que vous avez été opéré des cordes vocales il y a 2 ans. Oui. Ça a suscité peut-être une grande résilience chez vous quand on est auteur, Je ne pouvais plus chanteur. chanter du tout. Hein. C'est ça. Mm. Est-ce que aujourd'hui vous avez décidé de sortir ce dernier album un peu comme une urgence ? Ouais, surtout comme un miracle. Parce que franchement, ça s'entend encore un peu. Vous voyez, quand je parle, là, quand ma voix est fatiguée, parce que hier j'ai beaucoup chanté, j'ai enregistré des émissions de télévision, ma voix peut se casser ou s'user, mais rien à voir avec l'état dans lequel j'étais. Je pouvais plus rien Bien faire. sûr. Et donc j'ai été opéré par le professeur Fin qui m'a guéri. Je lui rends hommage d'ailleurs dans le disque. Je rends hommage à 2 mecs de la médecine, Gérald Fin et un autre s'appelle Pierre Attignac. Un pour m'avoir sauvé la voix, je dis, et l'autre pour m'avoir sauvé la vie. Parce que, entre autres chances, quand j'ai été opéré des cordes vocales, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, je suis réparé, un mec neuf, quoi, comme on dit. Et voilà pas que je fais un calcul rénal. Là, les auditeurs, ils Ça doivent fait se dire, très ça mal. y est, c'est la tribune médicale. Ça y est, il s'allonge, là. Il est sur le canapé, le gars. Il est chez la psychanalyste. C'est après ça. C'est après, bon, C'est d'accord. Et donc, voilà pas que j'ai un calcul rénal. Et puis, comme je suis un type pas très précautionneux au niveau de sa santé, je laisse traîner, nanana. Puis un jour, j'ai vraiment mal. Bah oui. Je vais Un voir calcul, là, vous Attignac, pouvez pas laisser traîner. mon médecin, et je dis, Pierre, il faut que tu m'opères, tout ça. Il me dit, pas de problème, on prend date, nanana. J'arrive un vendredi matin à la clinique Rothschild à côté, là. Et voilà pas qu'entre midi et midi et demi, je nous ferai pas une petite septicémie foudroyante Ah oui. en attendant mon opération. C'est-à-dire que si j'avais pas été dans cette clinique, il m'a dit, si t'es au parc Monceau en train de trimballer ton chien comme tu fais d'habitude, eh ben ça sentait le spécial Drucker. T'étais plus là. Vous êtes miraculé, Didier Barbelivien. Exactement. Et depuis donc le 25 septembre 2020, qui est une date bien précise pour moi, je considère que je fais du rab. C'est beau ce que vous nous dites, Didier Ben, Barbelivien. c'est la vérité surtout. Donc Et ça me cet fait rire. album... Normalement, c'est pas un sujet, il n'y a pas de quoi rire, quoi. Non, mais là où on a envie de sourire, en tout cas, c'est le fait de voir que vous êtes là et que vous nous en Ça veut parlez dire, avec... Moi, ce qui me fait sourire, c'est que j'ai 2 ans et 2 mois à peine. Oh, Voilà. et c'est un début. Et je suis pour un petit gars de 2 ans, je suis pas mal encore. Ah ouais, Enfin, vous je êtes, parle vous assez êtes bien. même très très bien. Je me débrouille quand même. Oui, vous vous débrouillez très bien et vous nous parlez aujourd'hui de ce disque qui balance harmonieusement entre ces textes un peu introspectifs, ces refrains qu'on chante entre amis, entre ballades, rythme jazzy et autres sonorités, très éclectiques dans cet album. Je Vous suis heureux êtes que vous très l'ayez bien remarqué. Voilà, et vous vous êtes très bien entouré, avec fidélité même. Ouais, quand vous avez dit jazzy, ça m'a fait plaisir parce que tout le monde ne l'a pas remarqué. Moi, j'ai beaucoup aimé Suzy, Ah, ce premier titre. On va en parler. Eh ben, parlons-en, Parce ce que titre. Suzy, je l'ai positionné en premier. Non pas parce que c'est le single qui passe, c'est le single qui passe en radio, c'est la chanson des Tziganes. Mais je me disais, si je mets pas Suzy en numéro 1 de mon disque, si je la mets à la fin, personne ne l'écoutera. Or, Suzy était importante pour moi parce que c'est la première fois que j'écris une chanson sur un fait de société qui est le féminicide. Et je ne l'ai pas fait exprès en plus. C'est au fur et à mesure de l'écriture que j'ai voulu que la chute se passe comme ça et qu'il y ait un peu cette tension dramatique dans la chanson que j'ai essayé d'amener avec mon interprétation et qui était pour moi quelque chose de nouveau puisque tout au long de ma carrière, je me suis contenté de chanter les mélodies. J'ai pas apporté une interprétation XY à mes titres. Vous voyez, je me contente de chanter. Je me suis demandé comment vous vous étiez inspiré en écoutant cette chanson, Didier Barbelivien. Moi, je sais qu'il y a une affaire qui a marqué la France. Généralement, c'est l'affaire Daval, l'affaire Jonathan Daval. C'est ça. Est-ce que c'est parti peut-être de ça? Non, C'est mais une question comme C'est ça. drôle que vous m'en parliez parce que quand je commence à écrire, de premier couplet, Suzy, elle est en train de faire sa valise, elle emmène des CD, elle emmène des bouquins, elle emmène des trucs qu'elle avait avec dans la vie commune de ce monsieur.
Au deuxième, ça commence à se gâter un peu plus parce qu'on voit qu'il supporte assez mal le fait qu'elle s'en aille. Et au troisième, ça tourne à la pure catastrophe parce que je l'ai décidé comme ça, c'est-à-dire tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, et si ça finissait très très mal? On n'a pas arrêté d'en parler, donc on va écouter un très court morceau de Suzy. Avec plaisir. Voilà, le morceau Suzy de Didier Barbelivien, qui est le premier titre sur cet album que je tiens dans mes mains et que vous pouvez observer en Facebook Live puisqu'on est en direct en même temps sur les réseaux sociaux. Il me plaît ce disque. Quand je le vois entre vos mains, il me plaît. Et franchement, esthétiquement, il me plaît énormément. Je le trouve très beau aussi. Après, l'intérieur, c'est les goûts et les couleurs. Mais vous allez dire la pochette aussi, il y a peut-être des gens qui vont la trouver affreuse. Non, moi je l'aime beaucoup en tout cas, et elle donne envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et beaucoup d'histoires dedans, comme on peut retrouver dans les lettres parfois. Vous parlez de beaucoup de choses. Vous parlez de secrets sur une histoire d'amour qui me semble interdite, ou en tout cas non, mais pas tout à fait possible. J'avais jamais fait de chanson sur l'adultère aussi flagrante, quoi. Et ben là, elle est très claire. Vous parlez du temps d'aimer, où vous retrouvez Anaïs, qui est avec vous dans Les Mariés de Vendée. Dans Souvenir, c'est une tendre évocation à votre ami dont nous parlions tout à l'heure, Jean-Marc Roberts, qui était un frère pour vous. Nuage gris aussi, où vous invoquez les disparus que vous aimiez tant. Michel Delpech, Johnny, Christophe, Bernard Tapie. Vous questionnez aussi votre foi. Vous dites, je suis croyant, j'estime que j'ai beaucoup de chance. Les choses se font malgré moi un peu au hasard. Cet album, en tout cas, c'est vraiment tout ce que vous aviez envie de dire aujourd'hui, Didier Barbelivien, il me semble. Et dans un de vos titres, je me suis arrêtée sur « Mon plus beau jour est une nuit ». Est-ce qu'il y a beaucoup de mélancolie quand même dans cet album ? Oui, mais c'est parce que ça, comment dire, c'est un trait de mon caractère. Je dirais même pas de mon caractère, c'est au niveau de l'ADN en moi. C'est-à-dire que je suis dans la vie quelqu'un de plutôt joyeux. Et quand j'écris, il faut que je me fasse du mal. C'est-à-dire, il faut que je tape dans la mélancolie, il faut que je me torture un peu, mais je suis comme ça depuis l'âge de 17 ans. Vous voyez, pour reparler de Jean-Marc, quand on avait 17 ans, puisqu'on avait le même âge à 2 mois près, 16 ans, 17 ans, on n'écoutait que des chansons qui mettaient le blues. Par exemple, avec le temps, on l'écoutait 10 fois par jour de Léo Ferré. Et on se faisait mal, c'est-à-dire on se disait, bon, l'autre à qui pour qui l'on pleure, comment c'était les paroles, pour qui l'on pleurait pour un rhume, pour un rien, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Enfin, on était, il fallait qu'on soit dans la grande tristesse. Or, dans la vie, on n'était pas comme ça. Et surtout, on était concerné par des trucs qui nous touchaient pas. C'est-à-dire, à 17 ans, on se raconte pas avec le temps, quoi. On a tout le temps. Et on se sent fourbu, et on se sent, je sais plus comment il dit, Léo... Ah là, comme un cheval fourbu, on se sent tout seul, peut-être mépeinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, avec le temps, on n'aime plus... Mais à 17 ans, on avait des petites copines et tout, on n'était pas concernés par ce truc-là. Et ben nous, on aimait se le mettre... Mais vous aviez besoin de vous plonger dans cette mélancolie d'artiste. Pas des paroles d'Avec le temps. Ça va revenir parce que on va en parler. Avec le temps, tout s'en va. En fait, il faut que je les chante, les paroles. On va en parler dans un instant, Didier Barbelivien, parce qu'on vous a concocté quelque chose. Mais c'est marrant que vous parliez de ça, parce que vous choisissez une carrière d'artiste finalement très jeune et vous consacrez une chanson justement aux artistes dans cet album où vous dites qu'il n'y a pas d'artiste heureux. Bah, je pense que c'est la vérité. Je pense que... Vous n'avez pas rencontré d'artistes heureux, vous qui en avez côtoyé peut-être 100, 200, 300 J'en suis pas non plus.
Non, mais parce que les artistes, je me suis rendu compte à l'usage, on est tous une fracture, issu d'une fracture. Moi, le premier, même si j'ai découvert très tard ce qu'il y avait de fracturé en moi, mais ça n'a pas une grande importance. Mais il se trouve que ça l'est, c'est comme ça. On est tous, les artistes que j'ai rencontrés, sont des gens cassés quelque part. Et c'est des gens qui vont vers l'autre avec un besoin souvent d'être aimé un peu au-dessus de la moyenne, quoi. Les gens aiment bien être aimés, tout le monde, vous aimez être aimé, moi j'aime qu'on m'aime, mais moi un peu plus que vous tous rassemblés là, à mon avis. La reconnaissance a besoin de lumière. On va continuer dans cette émission à vous découvrir Didier Barbelivien sous un autre angle, puisqu'on découvre toute la culture du moment ou d'avant dans vos yeux pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Je vois David qui attrape les feuilles à côté de moi. Et tout de suite, on va partir au théâtre avec David Roffé-Sarfati qui s'active. Toutes les femmes sauf une au théâtre de la Flèche, c'est tous les jeudis et vous allez nous en parler aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour Cyrielle, bonjour David. Alors moi, pour préparer cette émission, j'ai écouté votre émission, la dernière avec Zazie. Ah ouais. Elle était sympa, j'ai bien aimé. Et oui, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis alors dans cette émission, elle confie que elle a entendu en début de carrière des phrases qui étaient un peu sexistes. Et là, avec ce qu'on vient de dire sur Suzy, je comprends que ça soit à vous qu'elle s'est confiée sur ces choses-là, parce que vous pouviez l'entendre. Elle dit par exemple qu'elle a entendu elle est jolie, mais aussi chanteuse, ou alors on lui souhaite une carrière comme ses jambes. Voilà. Et, au fond, c'est très intéressant parce qu'il se passe quelque chose depuis MeToo. C'est la question du langage, des habitudes de langage, de ce qu'on dit au jour le jour sans s'en rendre compte, de ses propos innocents. Et elle en parle, Zazie. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai pensé à cette pièce, Toutes les femmes sauf une. Alors, je la raconte rapidement. C'est une jeune mère, elle vient d'accoucher d'une fille, et puis devant sa fille, devant le landau, elle se prend au fond d'angoisse et de peur. Elle se dit, mais qu'est-ce que je vais lui apprendre, moi, à cette fille pour essayer que le sexisme ne se passe pas, ne se reproduise pas. Voilà. Et alors, du coup, elle va devant ce landau, elle va raconter sa propre vie avec sa propre mère. Et puis, elle va raconter sa mère, justement. Une mère qui lui avait dit « Je regrette de ne pas avoir eu un fils » ou alors, elle lui disait des phrases terribles comme « T'as pas intérêt » ou « T'aurais pu mieux faire » ou « Tu me diras merci plus tard ». Voilà, toutes ces phrases qui sont de mère à fille et qui reproduisent le sexisme. Puisque c'est ça qui est terrible dans ces phrases-là, c'est que le sexisme se reproduit, se transmet de mère en fille, ce qui est le double piège. Voilà, alors je voudrais juste parler aussi de la comédienne. Pourquoi ? Parce que quand Florence Lecor, la comédienne, entre sur le plateau, elle a un sourire, elle a une merveille dans ce sourire qui fait que c'est complètement renversant et il y a une énergie qui se transmet à nous et c'est ce qui est merveilleux et en même temps ce qui fait toute la force de la pièce. C'est que Florence Lecor, elle a un sourire qui apaise, mais les mots sont terribles, sont féroces et sont inquiétants. Voilà. Alors, au fond, dans cette pièce, à quoi on assiste ? On assiste à Florence Lecor, à cette héroïne-là, qui se livre à une sorte d'autopsie du sexisme, mais ça marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on constate ça tous les jours, le sexisme, la misogynie sont encore bien vivants et on autopsie que les morts. Voilà. Voilà. Donc la pièce s'appelle... Toutes les femmes sauf une pièce édifiante, vertueuse. On aurait pu l'appeler aussi Toutes les femmes sauf ma fille Adèle. C'est au théâtre de la Flèche tous les jeudis. C'est un théâtre rue de Charonne, tout à fait sympathique. Il y a une entrée dans une petite cour d'immeuble parisien. Voilà, foncez voir ce truc. Je rajoute que l'autrice, Maria Pourchet, a remporté le prix du journal Le Monde pour ce texte. Merci beaucoup David Roffé-Sarfati. Ça nous donne envie d'aller voir cette jolie pièce qui a l'air intéressante. En tout cas, c'est près du quartier de mon enfance, puisque moi j'ai été élevé dans le 11e, rue de la Folie-Regnault. C'était à côté de la rue de Charonne. Tout à fait. Belle occasion d'aller pélériner. Merci beaucoup David Roffé-Sarfati. Merci. Tout de suite, on passe à la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon.
Bonjour Jérôme Goulon. Bonjour Cyrielle, bonjour Didier Barbelivien. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser à des artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué. Alors on commence en musique et parmi vos chansons préférées, on retrouve Chérie Lise, un titre de votre grand ami Michel Delpech. J'adore cette chanson. Disparu en 2016. Que nous est sans surprise. Alors Michel Delpech, un chanteur avec qui vous aviez noué un lien particulier, et ce lien avait débuté dès votre adolescence, puisque quand vous étiez jeune, vous écoutiez déjà ses disques, avant quelques années plus tard de composer pour lui. Alors votre première rencontre a lieu en 1975, lors d'un dîner chez votre voisin Alain Chamfort. Un moment très émouvant pour vous, puisqu'à l'époque, dîner avec Delpech, je vous cite, c'est comme rencontrer Frank Sinatra. Cette rencontre donnera donc naissance à une belle amitié et une collaboration. Et puis il y a une anecdote particulièrement touchante entre vous deux. Ça se passe fin 2015 ou début 2016. Michel Delpech est sur son lit d'hôpital. Il souffre d'un cancer et il sait alors qu'il vit ses derniers instants. Vous vous retrouvez tous les deux. Et là, bien qu'il soit serein face à la mort, une chose le terrifie, celle de se faire oublier, puisqu'il vous confie « Didier, est-ce que tu crois que les gens se souviendront de moi ?» Se faire oublier, c'était donc son ultime hantise. Au final, à sa disparition, on assiste à une déferlante d'émotions. Et là, vous vous dites... Tu vois, mon Mimi, je t'avais bien dit qu'il t'aime les Français. Ouais, parce que c'est vrai qu'il était angoissé par ça. Il avait beaucoup de... Comment dire ? Il s'angoissait assez facilement, Michel. Il avait des trucs qui pouvaient le perturber comme ça. Mais moi, je trouve, quand je dis en 75, c'est vrai, j'avais l'impression d'être en face de Sinatra. Parce que c'est un chanteur exceptionnel. Moi, je l'ai eu en studio. C'est un type qui chantait en une fois. Il voulait toujours recommencer parce que c'était un perfectionniste. Et un jour, on s'est même disputé à cause de ça. Parce que j'ai dit, j'en peux plus quand tu me fais 22 prises d'une chanson, alors que la première est parfaite. J'ai dit, je m'agaçais même à l'enregistrer. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je monte mieux que ce que tu as fait la première fois ? C'est impossible. Alors que la première fois était la bonne, comme vous, sur cet album Didier Barbelivien, on va poursuivre. J'en ai fait des prises. Mais par contre, j'ai gardé le one-shot, le principe. Ça. Mais c'est pareil, parce que après autant d'années de studio, je ne voulais plus faire un montage des voix. J'en avais jusque-là. Alors j'ai dit à mes musiciens, j'ai dit voilà... Je vais chanter, je vais faire du training, répéter, jusqu'à ce que j'envoie les chansons en une prise. Et on a fait tout le disque comme ça. En une prise. J'ai fait le disque avec, je vais les citer parce que je les adore, avec Mathieu Choca et Pierre Schmitt. Qui vous accompagnent, je crois, depuis pas mal de temps. Et qui m'accompagnent sur scène, et qui sont d'une patience. On va poursuivre notre voyage dans votre univers musical, Didier Barbelivien, avec un autre géant de la chanson française que vous aimez. Oui, alors parmi vos chansons préférées, Didier Barbelivien, on retrouve celle d'un autre monument, un certain Charles Aznavour, avec Paris au mois d'août, sorti en 1966. Alors Charles Aznavour, un artiste qui a bercé votre enfance et votre jeunesse, et vous écoutez encore aujourd'hui ses chansons en redécouvrant souvent la subtilité cachée de ses textes. Et c'est l'occasion de rappeler votre première rencontre avec Aznavour. Nous sommes en 1983. Claude Lelouch, que nous recevrons d'ailleurs ici le 7 novembre, tourne Viva la vie, un film dont vous avez composé la musique et dans lequel Charles Aznavour a un rôle. Charles Aznavour tourne donc une scène du film. Vous êtes dans les coulisses, puisque Claude Lelouch vous a fait venir pour superviser l'enregistrement musical de la scène. Et là, vous nous avez confié dans un livre, je crois, vous vous dites intérieurement, mon Dieu, qu'est-ce qu'un bolambec comme moi peut avoir à apprendre à Charles Aznavour ? Je peux éventuellement promener son chien, faire ses courses ou laver sa voiture, mais pas le diriger musicalement. Et là, juste après la prise, Aznavour vient vous voir et vous dit « Ah, c'est vous, Barbelivien, bravo jeune homme, j'aime beaucoup cette mélodie, c'est sincère, croyez-moi, sinon je ne l'aurais pas chanté. Un compliment qui vous met KO debout, car vous ne vous y attendiez pas. » Oui, parce que d'abord, je voulais pas venir sur le tournage. Quand on m'appelle le matin, on me dit « Tu dois venir, Claude veut que tu viennes superviser Aznavour dans la scène du cabaret. » Je dis « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Que j'aille superviser Aznavour dans la scène du cabaret, et puis quoi encore ?» Et finalement, je me rends sur le plateau, et puis j'étais content de le voir, parce que j'avais pas assisté encore à beaucoup de scènes du film.
Et je vois mon Charles qui chante ma chanson pendant qu'il traverse le cabaret. Il avait le rôle d'un tenancier de cabaret russe. Et c'est vrai que me revenait en tête quand je le regardais faire et chanter toutes les années où j'écoutais ces chansons. Et je me dis, Aznavour est devant moi, il chante ma musique. C'est juste miraculeux. Didier Barbelivien, on a évoqué Claude Lelouch il y a un instant. Oui. Dans quelques jours, on l'aura comme invité pour parler de ses 60 ans de carrière et pour son spectacle symphonique d'un film à l'autre. Je crois que vous avez écrit l'écriture de la bande originale du film Les plus belles années d'une vie, sorti en 2019. Et vous allez bientôt retrouver Claude Lelouch. Oui, je vais écrire pour les... Enfin, je vais écrire. J'ai commencé déjà d'écrire les chansons... de son prochain film. De son futur film. Et je serai avec lui, de toute façon, le 14 novembre, au Palais des Congrès. C'était ce que je voulais vous demander. Il va partir aussi en tournée en 2023 pour lui rendre cet hommage 1000 fois mérité. Pour ses 85 ans. L'occasion de vous demander aussi si vous avez un petit message pour Claude Lelouch, qui est une grande amitié pour vous, puisqu'on l'aura comme invité. Oui, d'abord lui dire que je l'aime, parce que c'est plus que de l'amitié. Et il le sait, mais je me laisse pas de lui dire. Et puis surtout, on a une complicité maintenant de vieux gangsters, vous savez, comme dans les films, les mecs qui se retrouvent pour un dernier braquage. Et je suis très heureux d'être avec lui parce qu'on a c'est vrai, cet échange dans l'écriture, les idées nous viennent. L'autre jour, on est resté 10 minutes comme deux fous en train d'écrire dans la rue avenue Hoche. Bon, ça va que les gens nous reconnaissent et qu'ils ne voulaient pas nous faire interner tout de suite, sinon on était à deux doigts. On va poursuivre avec un autre monstre sacré qui vous est cher, Didier Barbelivien. Oui, on le sait, Didier Barbelivien, vous êtes un fou de poésie, grand admirateur notamment de Guillaume Apollinaire, oui. Rimbaud ou encore Baudelaire. Et il y a un poète également, chanteur et compositeur, avec qui vous aviez noué un lien d'amitié. Il s'agit bien sûr, vous l'évoquiez tout à l'heure, de Léo Ferré. Alors là encore, comme pour votre première rencontre avec Charles Aznavour, votre première rencontre avec Léo Ferré est elle aussi assez épique. Nous sommes le 23 mars 1980. Michel Drucker reçoit Léo Ferré, Nicole Croisille et vous-même, Didier Barbelivien, puisque comme on peut l'entendre, vous avez écrit la chanson Léo, interprétée par Nicole Croisille en hommage à Léo Ferré. C'est donc ce jour-là que vous rencontrez Léo Ferré pour la première fois. On écoute un extrait de cette rencontre qui vous a beaucoup troublé, Didier Barbelivien. Rien n'est extra, tout est bien clean, tout est super. C'est Didier Barbelivien, vous le connaissez pas, il a 26 ans, c'est un jeune auteur, il est là, on va le faire venir. Voilà, je vais vous le présenter. Voilà, Léo Ferré, Didier Barbelivien. Alors, ça demande une explication quand même. Vous avez 26 ans, 27 ans. En écrivant cette chanson, ça veut dire que vous connaissez bien l'itinéraire de Léo. Je me suis servi des souvenirs des chansons que j'aimais, oui. C'est une chanson qui a une place particulière dans votre répertoire, dans votre cœur. Dans la mesure où c'est une chanson qui parle de Léo Ferré, oui, puisque c'est vraiment ce que je préfère. Enfin, moi, je veux dire... Celle-là, elle a une place particulière. Oui, celle-là, c'est celle que je préfère. David. Alors, ce jour-là, vous aviez 26 ans. C'est l'une de votre première télé. Et on le voit, vous sembliez tétanisé par la peur. Oui, c'est vrai. Parce que pour vous, rencontrer Léo Ferré, c'était comme rencontrer Apollinaire. Et vous direz d'ailleurs plus tard à propos de cette rencontre, quand on voit cette séquence, c'est là qu'on mesure l'émotion d'une rencontre, parce que je bredouille, je ne sais plus parler tellement je suis impressionné. Une rencontre qui, comme avec Michel Delpech, donnera naissance à une forte amitié, puisque vous ne la quitterez plus jusqu'à sa disparition en 1993. C'est vrai, je balbutiais, j'étais comme un gamin, je le regardais, je me disais c'est possible que soit Léo Ferré en face de moi, là, voilà. On va poursuivre cette émission, bien évidemment, avec la suite. Vous allez vous faire croquer aujourd'hui par Sam Bérébi sur notre antenne, Didier Barbelivien. On va poursuivre également dans un instant avec notre séquence tac au tac, votre portrait et puis notre petite surprise. Vous pouvez bien sûr nous téléphoner pour questionner notre invité au 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26. Dans un instant, une petite pause suivie du journal de l'info. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Bonjour. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
16h06 sur Radio J, merci de nous avoir rejoints. Si vous êtes avec nous depuis le début, eh bien merci pour votre fidélité. On s'est laissé il y a quelques minutes avec une promesse, le coup de fourchette. C'est avec Sam Bérébi qui vous cuisine maintenant, Didier Barbelivien, pour Radio J. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle. Bonjour Didier Barbelivien. Bonjour jeune homme. Alors qui dit coup de fourchette dit plat. Donc le plat que j'ai choisi en pensant à vous, c'est un plat emblématique de la culture française, car vous êtes vous-même emblématique de la culture française, le pot-au-feu. Ah oui, ça j'aime bien. Vous aimez ou pas? Ah, j'adore. Tout le monde aime le pot-au-feu. Non, mais surtout je le fais bien. Ah, vous le faites bien? Ah ouais. Vous allez m'en faire alors peut-être après. C'est vrai? Non, mais je sais le faire, j'ai une façon de le faire qui est très particulière, mais bien. Oui, alors le pot-au-feu, je le rappelle pour les auditeurs, c'est de la viande qui cuit dans un bouillon de légumes, céleri, carottes, oignons. C'est très très bon. Et ça me fait un peu, et en fait, ça me fait un peu penser à vous parce qu'un cuisinier qui mijote son pot-au-feu, c'est un peu comme un auteur-interprète qui mijote sa petite chanson. Non, parce que le pot-au-feu, c'est ça qui est bien. On n'est pas obligé de rester devant. Oui, c'est vrai. Par exemple, le bœuf bourguignon, si vous restez pas à tourner et machin, là vous le ratez. Mais le pot-au-feu, une fois qu'il a bien pris sa vitesse de croisière, il se fait tout seul, presque. Alors je sais quelque chose sur vous, vous mangez tout, du couscous au pot-au-feu, et on m'a dit que vous ne vouliez surtout pas maigrir. Ah non, c'est pas vrai. Qui vous a dit ça? On m'a dit que vous ne voulez surtout pas maigrir. Mais si je cherche à maigrir. On a dit ça? Je l'ai lu. Ah non, je cherche à maigrir. C'est moi qui vous ai dit ça? Moi j'ai lu. C'est que vous nous avez dit ça, Didier Barbelivien. Et moi ça me fait rire parce que normalement les gens ne veulent pas grossir. C'est vrai. Moi je ne veux pas grossir. Moi je vous le dis, moi le poids c'est un peu un sujet sensible parce que je suis un ancien gros. C'est vrai? Ouais, un ancien. Ça se voit pas là. Ouais, mais un ancien. C'était avant au lycée. Comment vous avez fait pour devenir maigre? J'ai fait du sport, du tennis. Moi aussi j'ai fait du tennis. Ouais, non, mais tennis au niveau, tennis au niveau. Et c'était un peu un traumatisme, surtout au lycée, durant une discipline qui s'appelle l'acrosport. Je sais pas si vous connaissez. Non, mais vous êtes trop jeune. C'est facile pour maigrir. Tandis que moi, maintenant, j'ai pris du poids pendant la Covid et on n'a pas arrêté de manger. La Covid, c'était compliqué. Et pendant les repas. Non, on faisait les abdos. Oui, mais les abdos, je les faisais en mangeant le couscous et le pot-au-feu. C'est une curieuse manière de faire les abdos, mais bon. En fait, je suis trop gourmand. Mais je prie le ciel tous les jours pour maigrir. Mais vous n'avez pas besoin de maigrir, hein, mais sûr. Regardez. Non, vous êtes mince. Pas du tout. J'ai 7 kilos de trop au moins. Non. Si, je vous assure. Alors moi c'était un traumatisme au lycée pendant l'acrosport. Je vous explique le concept l'acrosport. Ouais. C'est une matière où ils séparent les élèves en deux catégories, les gros et les maigres. Quand t'es porteur, moi j'étais un ancien gros, le principe du cours il est simple, tu restes tout le cours à porter tes élèves sur ton dos, eux ils sautent de toi, font des figures sur toi pour faire des pyramides humaines. Nous on est rouge, on a mal. C'est-à-dire qu'on se monte les uns sur les autres. Les uns sur les autres et les gros on à fait terre. des pyramides. Et je voulais dire un truc, s'il y a des profs de sport dans les auditeurs, gros... Non, mais c'est un truc de tortionnaire, ça. Voilà, et les profs de sport font tout ça. Je voulais dire un truc, gros, ça veut pas dire costaud. Voilà, moi je dis, j'étais fait que de gras, zéro muscle. Donc le couscous. Voilà, c'était que du couscous. Et des merguez. Des merguez, couscous merguez, couscous merguez. Et les petits raisins avec. Petits raisins, petites dattes. Pois chiches. J'aime bien. Pois chiches. Didier Barbelivien, vous avez écrit plus de 2000 chansons. Ouais. Moi, je suis né avec vos chansons, je le dis. Par exemple, quand je pars en vacances avec mes copains, qu'on décide de choisir une destination. Il a dit les grands-parents, hein. Il n'a pas dit les parents, il a dit les grands-parents. Non, mes copains. Ah bon, j'ai eu mes peur. copains. Nous, on est là, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Allez, dans le t-shirt, dans les maillots. Et je vais faire une petite parenthèse sur les vacances. Choisir une destination avec ses copains pour les vacances, c'est encore plus compliqué que de se mettre d'accord avec sa femme sur le nom d'un enfant. Je m'explique. On est d'accord parce que dans les copains, il y a des personnes très différentes. Vous connaissez la personne qui veut faire que des visites toute la journée. Samuel, je t'ai prévu une exposition sur les poupées russes du XXe siècle. Bien moi, je savais sûr. pas qu'il y avait des musées à Saint-Tropez, moi. Ouais, alors, c'est vrai. C'est vrai. Non, alors, mais il y en a. Il y en a, mais je sais qu'il y en a. Celui que j'aime bien, c'est celui qui part en vacances que pour les filles, que pour pécho. Ouais. Il va à la salle de sport depuis 1 an. Il se promène torse nu toute la journée, mais il n'arrive pas à pécho. Il a tout misé là-dessus. Alors du coup, qu'est-ce qu'il chante en boîte de nuit? Qui vais-je aimer? Qui vais-je aimer? Il n'arrive pas à pécho. C'est ça. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est celui qui est un peu stressé. Il reste sur la plage, il veut juste bronzer. Il s'occupe de Tricount, du budget des vacances. Vous, je sais que vous êtes très fort dans les technologies. Vous avez dit tout à l'heure, vous dites non, c'est une blague. Je sais que vous aimez pas trop les technologies. Ça il rigole, mais je comprends rien surtout. Tricount, je vous explique le concept. C'est une application où on partage l'argent. Voilà, où les gens tout ce qu'on dépense, c'est génial. Les gens rentrent les dépenses des vacances pour qu'à la fin ça s'équilibre. Maintenant, moi je vous le dis, c'est une application qui rend fou. Tu sais jamais quoi rentrer. Quand j'achète un Coca Zéro à un ami, je me dis si je le rentre,
je passe pour un radin. Si je le rentre pas, je passe pour un pigeon. C'est pas possible. Et quand les gens me doivent de l'argent, je n'ose jamais demander l'argent. Et du coup, on envoie le message sur le groupe WhatsApp des vacances. Ça va bien rentrer alors qu'ils sont revenus avec toi. Bon, alors, verdict, faut partir avec vous ou pas en vacances? Il faut partir avec moi. Moi, je suis un mélange des trois. Moi, je suis très détente en vacances. Voilà. Eh ben, écoutez, on va rester détente. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre nouvel album. Merci beaucoup, Sam Bérébi. Pour les amateurs de votre humour, on vient vous retrouver sur votre compte Instagram, Sam Bérébi avec un Y. En attendant de vous voir sur scène, on se donne rendez-vous jeudi prochain sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et je vous l'ai promis tout à l'heure, Didier Barbelivien, j'ai une petite surprise pour vous et j'ai envie qu'on écoute un titre ensemble. On va écouter un titre tout de suite sur notre antenne puisque c'est un titre que vous avez composé, que vous avez écrit, mais qui n'est jamais vraiment sorti. Non. Vive comme une rose au milieu du sable et du vent. Ah oui. Je veux vivre comme une rose agenouillée sur un volcan. J'adorais cette chanson. D'autre chose que de la pluie infiniment. Alors, la chanson qu'on est en train d'écouter, on va l'écouter un tout petit peu plus fort. Elle s'appelle Comme une rose. Elle est chantée par Charlotte Zana. À l'époque, elle s'appelait Lilaï. Nous étions en classe de 4e ensemble. Nous étions copines à l'école. Et j'ai pensé à vous quand je savais que j'allais vous recevoir. J'ai appelé Charlotte, je lui ai dit écoute Charlotte, il faut qu'on fasse ça. Elle est avec nous et elle est en direct des États-Unis sur le Facebook Live avec le décalage horaire. Charlotte, comment ça va? Tu me vois? Je suis à New York. Ça va Didier? Ouais. Où tu es aux États-Unis? Je suis à New York. Je te montrerai la vue après si je peux. D'accord, ouais. Il y a longtemps que tu es à New York? Ouais, ça fait 7 ans. Ça m'émeut beaucoup de savoir que cette chanson passe enfin à la radio. T'es jamais revenu? Si, en 7 ans. Si. Mais je vois ta maman et ta tante. Tu sais, de temps en temps, je croise ta maman et ta tante. Elles te le disent? Et vous étiez à l'école ensemble quand elle a enregistré? Exactement. Ouais. J'ai des souvenirs à l'école alors quand t'as fait ça. C'est vrai. Non, si, c'est vrai. Charlotte chantait très très bien. On le savait tous. Et voilà. Et j'ai eu ce souvenir où elle était venue une fois, je crois, chez Michel Drucker pour chanter cette chanson. Ça ne s'est passé qu'une fois. C'était en 2001, si mes souvenirs sont bons. Ça. Il y a plus de 20 ans. Charlotte avait 13 ans à l'époque. Et donc, cette chanson m'a marqué moi personnellement. Et je trouvais qu'elle était merveilleuse. Elle est toujours aussi belle. Exactement. Ça fait partie des trucs qui, dans ma profession, incompréhensibles. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas de figure-là? Je ne sais pas. Les gens n'ont pas voulu programmer ça. Je ne sais pas. C'est l'adaptation. J'étais parti sur les motifs de Jeux interdits. J'avais mis un texte. Je crois que c'est la production de Londres qu'on entend là, non? Oui, c'était parce qu'il y a eu. Fait au début, je l'avais commencé moi à Paris. Après, il y a un remixeur, c'était ça, Charlotte, qui l'a fait à Londres. À Londres, ouais. On l'a réarrangé. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui s'est passé, c'était un titre magnifique en tout cas. C'était un très beau titre. Je crois que ça vous a beaucoup marqué, Charlotte. En tout cas, cette expérience et cette rencontre avec Didier Barbelivien. Oui, enfin, j'ai eu l'occasion à l'âge de 11 ans de rencontrer quelqu'un d'incroyable. On s'est rencontrés de manière un peu fortuite dans un restaurant. Je me suis présentée. Ça s'est fait de manière vraiment très naturelle. Et j'ai eu la chance d'enregistrer ce single quand j'avais 12 ans et demi. À l'époque, je rêvais d'être Céline Dion, mais je pensais pas forcément que ça allait se passer. Et je me suis peut-être pas rendu compte à ce moment-là à quel point j'étais au meilleur endroit avec la meilleure personne pour faire certainement un des meilleurs projets de ma vie. Aujourd'hui, j'en garde aucun regret parce que ça m'a appris plein de choses et j'ai eu l'occasion de travailler avec quelqu'un d'extraordinaire qui a toujours été extrêmement bienveillant avec moi. Et c'est vrai que les gens le savent pas forcément parce qu'on n'entend que les titres qui ont l'occasion de sortir. C'est que dans la musique, les projets avortés, il y en a plus que des projets qui finissent en lumière. Charlotte, vous m'avez dit que vous avez ça ne veut pas forcément dire que ceux qui finissent en lumière sont les mieux. Hein, mais non, mais c'est vrai en plus. Il y a un souvenir qui vous a marqué, c'est au-delà bien sûr de ce qui s'est passé dans votre histoire, c'est ce grenier avec des millions de cassettes et ce souvenir finalement qui reste un souvenir d'enfance assez beau pour vous. Moi je me souviens très bien de ce qu'elle était petite.
Elle était belle comme tout, elle est toujours restée d'ailleurs, avec des cheveux très longs, très bouclés. J'étais très différente. Ah, mais attendez, j'ai une petite surprise. Regardez ce que j'ai. On a le single, génial, génial, génial. Encore à la maison, moi. Ah, c'est génial, c'est génial. Charlotte, le temps nous manque, mais j'ai envie de savoir ce que vous êtes devenue depuis, parce que vous cartonnez sur les réseaux sociaux, il faut le rappeler. Charlotte-du-bas Love Shopping, vous êtes devenue influenceuse, plus de 10 000 abonnés, les bons plans, lifestyle, tuto ma poule. J'ai envie qu'on parle du tuto ma poule quand même. Allez, dites-nous. Je suis passée de la chanson à l'influence, sans transition, en passant quand même par la fac de droit. Je suis arrivée ici aux États-Unis, à New York, il y a 7 ans. Il a fallu que je refasse quelque chose avec moi-même, on va dire, puisque je savais pas combien de temps j'allais rester ici et je n'avais pas envie de reprendre le droit ici. Et je me suis mise dans l'influence un peu comme ça par hasard il y a 3-4 ans, en commençant à faire plus ou moins le tuto ma poule, qui est un tuto cosmétique dans lequel je montre les produits que je préfère, je montre comment je me maquille, comment je fais mon fameux wavy. Je montre mes outfits of the day, donc c'est-à-dire mon look tous les jours. J'ai toujours adoré les fringues, c'est toujours le cas. Et ça me permet en fait d'avoir une audience pour raconter tout ce qui m'intéresse. Donc, ça peut être un retour lecture, ça peut être parler de maladies qui me touchent, ça peut être de parler de mes 3 enfants en bas âge, de mon organisation, de ma nourriture, de mon lifestyle ici à New York. Et vous êtes extrêmement suivi, extrêmement aimé, et c'est très mauvais de venir sur votre Insta parce qu'on a envie de tout faire, tout acheter, mais on va quand même venir vous voir. Moi, en tout cas, je suis très assidûment ce que vous faites. Sur la page, et on va venir. Charlotte-du-bas Love Shopping. Merci beaucoup, Charlotte Zana, d'avoir été avec nous pour cette surprise. À Didier Barbelivien, merci. Au revoir, Charlotte. Merci, à très vite, Charlotte. Porte-toi bien, bisous, je t'embrasse. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah-Cohen. Génial comme surprise. Allez, on poursuit notre émission tout de suite avec Charlotte qui nous a parlé de santé. On va s'intéresser tout de suite à votre santé avec Serge Rafal. À votre santé. C'est drôle de la revoir. Bonjour Serge Rafal. Bonjour Cyrielle. Alors on a envie de s'intéresser à quelque chose que finalement nous sommes tous obligés de faire mais qu'on n'a pas toujours envie de faire, c'est le vaccin contre la grippe. Est-ce que vous l'avez fait, Didier Barbelivien ? J'y vais tout à l'heure. C'est pas vrai ? Bah si, 68 ans, j'y vais tout à l'heure. On m'a dit, faut attendre jusqu'au 18 octobre. Voilà, on est le combien ? La vaccination commençait le 18 octobre. Non, on est le 20 octobre. Eh ben, j'y vais tout à l'heure. De retard, mais l'épidémie arrivera en sortant d'ici, j'y vais. Et ben voilà, c'est sur ma route, merveilleux. La pharmacie, tac, j'y vais. Et ben alors, pourquoi on doit le faire, Serge Rafal ? C'est très important parce qu'en fait, on sous-estime la gravité de la grippe. C'est une petite infection virale saisonnière. Quand on regarde les chiffres, c'est 500 000 décès dans le monde, c'est 6, 8 000, 10 000 morts par an en France. Mais moi, je l'ai faite, pardon de vous couper la parole, depuis 7 ans, je le fais à chaque fois. Vous savez pourquoi ? C'est comme le reste, tant qu'on l'a pas eu, la grippe, comme ça, qui vous met par terre. Et ben, moi, je faisais pas le vaccin quand on me disait Didier, il faut vacciner, bien sûr. Et puis quoi encore ? Mais vous n'étiez pas le seul, Didier. La moitié de la population. Mais j'ai eu un truc, mais je croyais même avoir une crise de palu, tellement c'était violent. Et j'ai dit, je peux pas bouger, je peux pas me lever. Et donc, du coup, vous avez dit qu'il fallait faire ce vaccin. Mais moi, je fais rire après mes infirmières et tout ça, parce que si je pouvais en faire 2 pendant la saison, elle me dit, non, monsieur Barbelivien, ça sert à rien. C'est pas la peine. Ça change rien. On n'est pas avec les ARN, là, c'est un vaccin. Mais alors, pourquoi, docteur Serge Rafal, il y a une défiance avec ce vaccin ? Il y a une défiance parce qu'on a le sentiment que c'est une petite maladie et puis parce que le vaccin n'est pas d'une efficacité totale. Il est choisi en fonction de l'épidémie qui a eu lieu dans l'hémisphère austral l'hiver précédent et en fait c'est donc un mélange prédictif. Alors on met 3, 4, maintenant il y a 4 souches, c'est un tétravalent pour avoir plus de chances d'être avec la souche qui circule. Mais vous avez vu qu'il y a des variants. Mais l'hiver dernier, docteur, il n'y en a pas eu tant que ça, des grippes. Il y en a eu très peu, mais c'était exceptionnel parce qu'il y avait les mesures barrières, on sortait d'un confinement et tout le monde portait le masque. Là, cette année, où évidemment les gestes barrières, on les a un petit peu laissés de côté, où le masque, finalement, peu en porte. Eh bien, je pense que l'épidémie va arriver, c'est inéluctable. Docteur Serge Rafal, est-ce que le fait de se vacciner fait qu'on peut, parce qu'a priori ça n'empêche pas d'avoir la grippe non plus, est-ce que un peu comme le vaccin du Covid, si on se vaccine contre la grippe, eh bien on aura peut-être une grippe mais moins forte que si on ne s'était pas vacciné, comme c'est le cas pour le Covid, pour le vaccin du Covid. Non, en fonction de l'efficacité du vaccin, mais qu'on connaît après, quand les épidémies
épidémiologistes nous fournissent les chiffres, je crois qu'il ne faut pas prendre le risque. C'est pas un loto, c'est une maladie qui quand même tue 6-8 000 personnes. Alors on connaît maintenant les personnes à risque, les personnes âgées, les comorbidités, ceux qui résident en institution, le personnel médical. Ceux-là doivent impérativement se faire vacciner. Donc en gros, je dirais, s'il y a un message à faire passer, c'est 17 millions de personnes à risque à vacciner. Est-ce que les jeunes doivent aussi se faire vacciner, même si, comme vous l'avez dit, on n'est pas moins dans les personnes à risque, ou est-ce que c'est pas obligatoire et à partir de quel âge on peut commencer la vaccination a lieu en 2 temps jusqu'au 15 novembre. Le reste de la population pourra se faire vacciner et les enfants, enfin les plus jeunes de moins de 16 ans, ont besoin d'une prescription médicale. Moi, j'insiste beaucoup sur la vaccination des personnes qui sont les personnes à risque. D'accord. On connaît maintenant parfaitement et il n'y a peut-être pas besoin, si vous voulez, de se précipiter pour faire vacciner les enfants contre la grippe. D'accord. Est-ce que ce vaccin, on peut l'associer au rappel du Covid ? Bien entendu, les mêmes populations cibles sont à risque, on peut les associer, on peut faire le rappel le même jour que le vaccin contre la grippe, de chaque côté. Pour ceux qui ont un petit peu peur, on peut faire à une semaine d'intervalle. J'ai beaucoup milité pour la vaccination parce que ça me semblait tellement aberrant. Tous ces gens qui, quand l'épidémie s'est déclarée, qui auraient donné je sais pas quoi pour même un vaccin de perlimpinpin. Le jour où on a eu le vaccin, tout le monde dit « Oh, je sais pas, le vaccin. » On lit des trucs, mais non, on lit rien. Un vaccin n'a jamais tué personne. Vous avez raison, le message que vous passez est très très important. Les complications de la grippe ou les complications du Covid sont beaucoup plus dangereuses que le Covid ou la grippe. Moi, si le vaccin même nous fait un peu mal, tant mieux par rapport à ce qu'est le déclenchement de la grippe ou du Covid. Bien Moi, sûr. j'ai vu des gens mourir du Covid. En conclusion, docteur Serge Rafal. Nous avons la chance de disposer de vaccins. Ne faisons pas les enfants gâtés, profitons-en et allons faire vacciner les populations à risque. Cette époque où tout le monde veut être médecin à la place du médecin, charcutier à la place du charcutier, enfin c'est dingue. Tout se remet en cause de partout. Un médecin vous parle, scientifique sur la place il vous dit il faut aller au vaccin et on va au vaccin, je veux dire. Bon, va falloir laisser quand même les gens choisir, mais c'est vrai que si on peut se faire vacciner, eh bien faisons-le, notamment quand on est une personne à risque. Et même moi, quand j'ai reçu mon truc, parce que vous savez, on reçoit par la poste. Absolument. Je voulais mon vaccin, tout de suite, je me suis pointé à la pharmacie, j'ai dit tiens, vaccine-moi. Elle me dit Didier, tu lis même pas les dates. L'épidémie est un petit peu plus tardive. L'année dernière, même, c'était vraiment très tard. Parfois, ça peut arriver au mois de mars. Bon, en tout cas, il faut se faire vacciner maintenant. On est dans le bon timing. Eh bien, merci beaucoup, docteur Serge Rafal. Et on poursuit tout de suite avec le portrait de notre invité. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours, à la fin de cette émission, vous n'allez pas vous faire refaire, Didier Barbelivien, puisqu'on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et ce n'est qu'une petite analyse de ce qu'on a échangé ensemble. Et donc, c'est vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Didier Barbelivien. Moi je croyais qu'elle allait me refaire un petit lifting, machin, un truc. Bah ça dépend, vous allez me dire à la fin. Peut-être un petit lifting moral, elle me fait. Je vais vous faire un portrait avec un trait. C'est le suspense, allez-y Sandy. Parce que vous dites souvent que... vous avez une émission d'ailleurs, dis-moi ce que tu chantes et je te dirai qui tu es. Oui. C'est pas du tout adaptable pour vous Didier, parce que tant vous brouillez les pistes entre fiction et briques de réalité. C'est vrai ça. Ça, c'est vrai. Ben oui. C'est du signe du poisson. Le poisson, il... Mais moi, je suis Verseau, alors on s'entend bien. Oui, c'est vrai. Vous écrivez beaucoup pour les autres et vous savez repérer les talents chez les débutants que vous propulsez haut. Les débuts, justement, vous y êtes attachés, peut-être pour leur lot d'excitation, pour le jeu, peut-être pour le non-ennui. C'est vrai. Vous aimez, vous voulez la liberté sans être commandé. Ce qui vous satisfait, ce ne sont ni les chiffres, ni les succès, mais ce chemin initiatique que vous avez à parcourir et que vous faites traverser avec les autres, et que vous appelez un peu comme un jeu avec cette histoire du top 50. Mais finalement, ce que vous aimez, Didier, c'est pas vibrer ? Si, enfin, j'essaie de chasser l'ennui. Mon angoisse, c'est de m'ennuyer. J'ai peur de m'ennuyer. Ben oui, c'est ce qu'on se disait en vous entendant, parce que vous savez capter les émotions.
Vous aimez qu'on vous aime, mais quand même pas trop directement, je crois. Il faut pas trop vous le montrer. Vous êtes pudique. Il faut pas trop m'envahir non plus. C'est compliqué ces mecs-là. Hein. Je veux dire, ils veulent être aimés, mais il faut pas trop qu'on les aime. Non, vous n'êtes pas compliqué, vous êtes joliment complexe. C'est joliment. Ça, c'est bien ça. Ah oui. Je vais dire ça à la maison en rentrant. Voilà. Dès que je vais me faire engueuler, je vais dire mais tu comprends rien, je suis joliment complexe. T'es folle ou quoi? Ben oui, puis vous êtes un fin observateur, une éponge poétique, un alchimiste rythmé, aimant profondément découvrir les gens comme une éternelle première fois. Là encore où curiosité et passion fantasmée s'épousent, et ce n'est que le début. Vous êtes généreux, accessible quand vous le voulez. Je crois que le gars de la rue du début devient aujourd'hui l'artiste multiple des mots qui bouleversent. Alors vous êtes un miraculé depuis 2 ans, un début de vie enfin en harmonie avec qui vous êtes, puisque le petit de 2 ans est enfin une vie d'adulte. C'est vrai. C'est drôle. Oui. Je voulais vous dire, pour tout ce que vous avez fait, ce que vous faites encore, Didier Barbelivien, de continuer à plonger dans vos marécages mélancoliques pour nous offrir de multiples façons de merveilleux nénuphars. Oh, c'est joliment dit. En plus, c'est vrai, maintenant que j'ai 2 ans et quelques mois, si vous aviez ce que je me permets, vous n'avez pas idée. J'étais toujours, j'ai toujours mis ma liberté de vivre, de penser, de tout ce que vous voulez en avant. Mais là, depuis que je suis pratiquement ressuscité, n'ayons pas peur des mots, je vis qu'il n'y a pas plus libre peut-être que par l'oiseau, mais moi je ne suis pas volé. Merci beaucoup Didier Barbelivien pour ces mots. Merci Sandy Boulanger, thérapeute du lundi, qui est exceptionnellement avec nous aujourd'hui sur Radio J. C'est la fin de cette émission. Didier Barbelivien, votre album qui porte votre nom sortira demain. On va écouter la chanson des Tziganes ensemble. L'occasion de rappeler vos premières dates de tournée. Le 22 octobre à Anzin, le 19... Dites-moi, c'est dans... Combien on est là? Mais c'est ce que je suis en train de regarder, c'est dans 2 jours, dis donc. Le 19 février à la Clunée. Une tête d'oiseau que je pense à rien. Mais on va vous le rappeler justement, 25 février à Châteaudun, 10 mars à Chauny, 12 mars à Poissy, 1er avril à Saint-Estèphe dans le 66, 23 avril à Vendôme dans le 41. Merci pour cet échange et puis le mot de la fin vous revient très court, mais il est à vous, Didier Barbelivien. Merci de m'avoir reçu. Vous m'avez bien cerné. Et puis d'habitude, je n'aime pas tellement ça, mais disons que ça n'a pas été très douloureux, ça m'a été assez agréable, on va dire. Eh bien, c'est partagé, Didier Barbelivien. Merci beaucoup pour cet échange. C'était reçu. Un bonheur pour nous aussi, très généreux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Clément. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Réécoutez-nous sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. On se donne rendez-vous lundi dès 15h avec l'influenceuse Anna Assous, alias Disruptive Beauté, qui est extrêmement... influente et puis surtout passionnante. En attendant ce soir à 21h, ne manquez pas Géopolitique le Mag avec Steve Nadjar, Alexandre Adler et leur invité Gilles Kepel, suivi du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay à 22h. À lundi et belle journée à tous. Je viens du chagrin de ces femmes